Et les Européens ne valent pas beaucoup mieux, honnêtement. Les Néerlandais, je ne comprends pas toute cette histoire de prochaine période. C'est exactement le problème dans lequel le gouvernement néerlandais se trouve en ce moment. Ils l'ont bien cherché. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas rester en dehors de tout ça, n'est-ce pas? Donc, le ministre néerlandais de l'économie, Vincent de Carmen, c'est lui qui veut organiser une rencontre avec le ministre chinois du commerce ou de l'économie. Il a dit qu'il restait encore des mesures à prendre pour parvenir à une sorte de solution. Il semble optimiste, mais en réalité, la Chine n'a pas beaucoup réagi. Je pense qu'au début, lorsqu'il a d'abord demandé une rencontre, la Chine n'a même pas répondu immédiatement. Mais ensuite, ils ont demandé à plusieurs reprises une réunion. Le problème que rencontre actuellement Nexperia, c'est que la production se trouve en Chine. Même si ce ne sont pas des puces haut de gamme, ce sont tout de même des puces très demandées. Je ne savais même pas qu'une voiture ordinaire avait désormais besoin de milliers de puces par véhicule. Il faut donc une entreprise capable de les produire. Nexperia fabrique apparemment environ 6 millions de puces par mois pour aider toutes les industries automobiles, toutes les entreprises automobiles en Europe et aux États-Unis. Et maintenant, la Chine a déclaré non. Aucune puce ne peut quitter la Chine. Cela a donc créé de gros problèmes pour l'industrie automobile en Europe et aux États-Unis. Je suppose que les Néerlandais ne s'attendaient tout simplement pas à ce que la Chine réagisse ainsi. Pourquoi ne s'y attendrait-il pas? Et pourquoi ferait-il cela, tout simplement? Pourquoi perturber quelque chose qui fonctionnait parfaitement bien? Rien de tout cela n'a de sens. D'ailleurs, il y a eu un article dans le Financial Times, il y a environ une semaine, en fait avant que Nexperia ne soit saisie de la manière dont elle l'a été, ou du moins avant que sa direction ne soit remplacée par d'autres personnes. Mais cet article faisait exactement ce constat. Si l'on parle des puces vraiment ultra avancées, celles qui nécessitent ces machines de lithographie ultra sophistiquées, elles représentent environ, disons, 0,1% du marché mondial des semi-conducteurs, quelque chose comme ça. Elles sont nécessaires pour certaines applications très importantes et haut de gamme, mais la grande majorité des puces utilisées sont de gamme moyenne à basse. C'est le cœur de l'industrie des semi-conducteurs. Et la Chine domine ce secteur. Je veux dire, avant longtemps, elle produira probablement plus de 50% de l'approvisionnement mondial de ces puces. Je crois que l'article disait que d'ici le milieu des années 2030, cela pourrait atteindre 60%. La Chine est de loin le plus grand producteur de ces puces. Donc encore une fois, les gens à La Haye, aux Pays-Bas, n'y ont pas pensé. Je veux dire, ils n'ont pas examiné la question. Alors pourquoi le faire? Pourquoi faire ça tout court? Il y a une bonne entreprise qui fait un travail important, utile pour les industries automobiles européennes, qui contribue à maintenir des emplois en Europe. Ils arrivent simplement, changent la direction de l'entreprise, inventent des justifications juridiques totalement fictives pour expliquer ce qu'ils font, et ensuite ils sont surpris. Puis ils vont en Chine et disent « Nous voulons négocier, nous voulons discuter. De quoi peut-on encore discuter? Vous avez volé ma propriété et je suis censé négocier avec vous. » Ils ont gelé les actions chinoises, qui revient à peu près à ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont gelé les avoirs russes. Lorsqu'ils ont gelé les avoirs, c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas moyen d'y échapper. En tant qu'ancien avocat, considérer la propriété de quelqu'un d'autre comme la sienne est selon le droit anglais un vol. Oui, c'est du vol. Le vol consiste à traiter la propriété d'autrui comme la sienne. Je pense vraiment que toute cette pratique est raciste. Bien sûr que oui.
Absolument que oui. C'est complètement raciste. Nous sommes les Blancs occidentaux supérieurs. Ces gens-là sont les sauvages de l'Extrême-Orient. Nous pouvons leur faire tout ce que nous voulons. Et s'ils reviennent, mon Dieu, cela renverse et bouleverse complètement la loi de la nature. C'est une vision raciste. C'est une vision coloniale. Ce qu'ils essaient de faire, en fait, Nexperia était une entreprise néerlandaise, mais elle était au bord de la faillite. C'est Wingtech qui l'a rachetée. La manière dont Wingtech l'a redressée, c'est grâce au marché chinois. Ils ont construit une production en Chine pour le marché chinois afin d'atteindre l'échelle nécessaire. Et une fois cette échelle atteinte, ils peuvent aussi fournir les constructeurs automobiles européens et américains. C'est ainsi qu'ils ont redressé la situation. Je pense vraiment que le gouvernement néerlandais, même s'il subit la pression des États-Unis, veut aussi la récupérer. Ils veulent profiter du fait que les États-Unis et la Chine sont en conflit. Ils veulent donc s'en emparer comme on essaie de le faire avec TikTok. Mais je pense qu'ils voient ce qui se passe avec TikTok, que la Chine ne permettra probablement pas qu'on les force simplement à vendre ou quelque chose du genre. Alors ce qu'ils ont fait, je pense, c'est prévoir de simplement le saisir. Et ensuite, une fois qu'ils l'auraient, il faudrait le vendre à bas prix ou quelque chose comme ça. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ne même pas atteindre ce stade de discussion, car la Chine ne voulait même pas parler. Je pense que c'est exactement ça. Bien sûr que non. Pourquoi la Chine parlerait-elle si la production se fait en Chine? Je veux dire, c'est là que se trouve l'activité réelle de l'entreprise. Si vous voulez reproduire cette activité en Europe en installant vos propres usines, alors c'est votre affaire. C'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez y consacrer votre argent. Mais qu'est-ce qui vous en a empêché de toute façon? Pourquoi avez-vous dû voler l'entreprise de quelqu'un d'autre pour faire cela? Mais vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils le voulaient pour eux-mêmes. Ils voulaient faire des Pays-Bas un lieu de haute technologie, de haut niveau. Après tout, ils fabriquent les machines de lithographie, comme nous le savons tous. Ils voulaient tout cela. Et bien sûr, les Américains arrivaient et leur soufflaient à l'oreille. Les habitués qui dirigent les affaires de nos jours, dans la fonction publique et dans les gouvernements en Europe, comme aux États-Unis, ne comprennent pas la fabrication industrielle. Ils savaient probablement que cette entreprise produit toutes ces puces, mais ils n'avaient pas pleinement réalisé qu'elle les fabrique en Chine. Et permettez-moi d'ajouter autre chose. Je n'ai aucun doute que la conception de ces puces est en grande partie chinoise également. Oui. Et ce qui est également remarquable, c'est qu'au sein même de l'entreprise, il y a 3 dirigeants. Encore une fois, c'est raciste. Je ne vois aucune autre raison pour laquelle ils feraient cela, car il s'agit des responsables de l'entreprise. Le directeur juridique, le directeur financier et le directeur des opérations. Ce sont eux 3 qui ont envoyé une pétition et demandé à l'entreprise de faire cela. Pourquoi des dirigeants d'entreprise feraient-ils une chose pareille, trahir en quelque sorte leur propre société? Et ensuite, dans le processus, quand ils ont fait cela, le gouvernement néerlandais, bien sûr, n'a pas eu la présence d'esprit d'y réfléchir. Ils s'en sont immédiatement emparés. Mais la partie ironique, c'est que cette loi, appelée la loi sur la disponibilité des biens, est celle qu'ils utilisent comme fondement, comme base de leur action. L'idée même de la loi sur la disponibilité des biens est de protéger, entre autres, la chaîne d'approvisionnement. Mais par leur action, ils ont fait exactement le contraire. En ce moment, la chaîne d'approvisionnement est perturbée à cause de ce qu'a fait le gouvernement néerlandais. N'est-ce pas intéressant? C'est tout à fait vrai. C'est très intéressant. C'est exactement vrai. Mais c'est l'histoire de notre époque. C'est exactement la même chose. Eh bien, comme nous en avons déjà discuté, je pense, dans des émissions précédentes,
l'Europe traverse un immense processus de désindustrialisation. Et la raison pour laquelle elle fait cela, pourquoi le fait-elle? Parce qu'elle a détruit ses propres chaînes d'approvisionnement. Je veux dire, littéralement, dans le cas de Nord Stream et du gaz et tout cela, mais aussi de bien d'autres manières. Vous savez, c'est ce qui est si frustrant, car cela n'avait absolument pas besoin d'être ainsi. Absolument pas. La Chine comprend parfaitement qu'il est dans son propre intérêt de développer de bons partenariats industriels. Elle l'a toujours affirmé. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Nous aurions pu travailler avec la Chine. Nous aurions pu élaborer un plan avec la Chine sur main de faire ces choses, et c'était à portée de main. Et maintenant, la situation devient difficile pour le gouvernement. Que devrait-il faire? D'un côté, les constructeurs automobiles d'Europe et des États-Unis exercent des pressions en disant « Nous avons besoin de ces puces, n'est-ce pas ?» Encore une fois, il s'agit de milliards de puces. On ne peut pas simplement commencer à les fabriquer ailleurs du jour au lendemain. Et puis, le gouvernement chinois ne s'engage pas activement avec le gouvernement néerlandais. En outre, il est possible qu'une fois qu'ils commenceront à appliquer de véritables contrôles sur les terres rares, ils puissent commencer par ASML. Ce pourrait être le premier à être sanctionné. Alors, que devraient-ils faire? Je veux dire, ils ont créé ce grand désordre et maintenant ils ne savent plus quoi faire. Eh bien, tout à fait. Je veux dire, ce qu'ils doivent faire. Nous avons une expression en Grande-Bretagne, quand on est dans un trou, il faut arrêter de creuser. Je veux dire, ils devraient décrocher le téléphone. Ils devraient dire, peut-être pas à Xi Jinping, mais à quelqu'un en Chine. Écoutez, cela est allé aussi loin que possible. Nous comprenons que ça ne fonctionne pas pour nous. Pouvons-nous nous rencontrer? Pouvons-nous discuter? Pouvons-nous trouver une issue? Mais bien sûr, le problème maintenant, c'est que la confiance a disparu. Ouais. Je veux dire, c'est bien ça le problème. Si vous volez une entreprise, je le répète, c'est du vol. En ce qui me concerne, c'est un vol pur et simple. S'emparer des biens de l'entreprise, renvoyer ses dirigeants, la traiter comme une société que vous contrôlez, c'est au minimum une tentative de la voler. Quand les gens se comportent ainsi, les autres, ceux qui sont en face, ne peuvent pas leur faire confiance. Je veux dire, ça devrait être évident et clair. Et ce n'est pas comme si c'était un cas isolé. Nous avons eu TikTok avant, nous avons eu Huawei avant. Toutes ces choses se sont produites les unes après les autres. Et cela s'accumule. Ça finit par peser. Oui, et c'est pour ça que le sentiment, parmi les internautes chinois, est vraiment en colère contre le gouvernement néerlandais. Ils sont fous. Comment peut-on faire une chose pareille? Donc le gouvernement chinois ne va rien céder. Ce qu'ils font maintenant, c'est rendre la partie chinoise de l'entreprise essentiellement indépendante de la partie néerlandaise. Ils vont peut-être récupérer certains clients une fois que tout sera terminé. Il reste encore quelques questions juridiques à régler, je suppose, mais ils veulent aller au bout. Une fois que ce sera fait, ils pourront attirer tous les clients. Et ces clients ont besoin de ces puces. Soyons très clairs là-dessus, d'accord? Ils pourraient simplement rendre la partie néerlandaise totalement insignifiante. Donc tout ce qu'ils pensaient avoir saisi finirait par ne plus valoir grand-chose. Ce qu'ils feront. D'ailleurs, je veux dire, vous savez, cela arrive tout le temps. Je m'intéresse beaucoup aux questions d'aviation, car l'un de mes meilleurs amis, décédé il y a de nombreuses années, était avocat spécialisé en aéronautique. Donc, je lisais un article sur le nouvel avion chinois et ses moteurs, ainsi que sur les tentatives des Américains pour, en gros, empêcher le développement de ces moteurs. C'est juste... Oui, ils vont continuer d'essayer. Et oui, ça va rester comme ça.
Je ne sais pas, je veux dire les petits pays devraient rester en dehors quand les grands pays sont en désaccord ou en conflit. Je me dis simplement que c'est du bon sens. Deux grands types se battent, et moi je suis la petite personne. Je veux rester aussi loin d'eux que possible. Pourquoi saute-t-il dessus? Vous savez. Enfin, eh bien, vous posez une très très bonne question. Parce que, je veux dire, autrefois, c'est exactement ce qui se serait passé. Je veux dire, le gouvernement néerlandais dont je me souviens, parce que j'allais souvent aux Pays-Bas quand j'étais jeune, et à cette époque, si quelqu'un était venu dire aux Néerlandais, eh bien, écoutez, vous allez cesser vos liens économiques avec la Chine, ou autre, ils auraient répondu, allez-vous-en, cela ne vous regarde pas, c'est notre affaire, ce sont nos emplois, ce sont nos entreprises. Nous n'avons aucun différend avec la Chine. Vous avez un différend avec la Chine, alors réglez-le avec la Chine. Cela ne nous concerne pas. Nous avons une économie très bonne et prospère, une relation réussie avec un pays qui commerce et fait des affaires. Qu'est-il arrivé à l'Europe pour que nous ne fassions plus cela? Je ne comprends vraiment pas. C'est ce changement extraordinaire qui s'est produit en Europe au cours des 20 ou 30 dernières années, où nous subordonnons tout à ce que veulent les Américains. Et au final, cela ne sert même pas les intérêts des Américains, car comme vous l'avez justement dit, leurs constructeurs automobiles ont besoin de ces avions. Le ministre des Finances, Vincent Karmann, l'un de ses arguments était qu'il devait expliquer à la Chine que cela ne se faisait pas sous la pression des États-Unis. Eh bien, si c'est le cas, si les États-Unis ne vous mettent pas la pression, alors vous prenez cette décision de votre propre initiative. En quoi est-ce mieux? Pourquoi? Je veux dire, regardez l'économie chinoise. Qu'il y ait ou non une pression des États-Unis, ce n'est pas une bonne chose. Il ne semble pas comprendre cela. Il dit quelque chose comme « Oui, cela n'a rien à voir avec les États-Unis. Vous avez un problème avec les États-Unis. » J'imagine que c'est ce qu'il essaie de dire. Laissez-nous en dehors de ça. Mais c'est vous qui vous êtes lancé là-dedans. Personne ne vous a demandé de le faire. Non, non. Eh bien, je veux dire, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas le justifier. Pour moi, c'est tellement indigne et tellement manifestement faux, surtout pour un petit pays comme les Pays-Bas, qui dépendent du commerce, qui reposent fortement sur les exportations également. On pourrait penser qu'ils voudraient maintenir les meilleures relations possibles avec leurs principaux partenaires commerciaux. Et étant donné que les Pays-Bas exportent des machines-outils, des équipements de haute technologie et toutes ces choses-là, on pourrait croire qu'ils voudraient particulièrement garder des relations équilibrées avec la Chine. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils ne le voient pas. Mais il y a une forme de folie. Et je sais, c'est là que je pense que les gens en Chine ne le comprennent pas tout à fait. Parce que bien souvent, le problème avec les Chinois, c'est qu'ils sont des gens très rationnels et pragmatiques. Une folie balaie l'Europe et il est très très difficile de l'expliquer. Les Russes en ont fait les frais depuis 20 ans et maintenant, malheureusement, cela s'est étendu à nos relations avec la Chine aussi. En réalité, c'est facile à expliquer car ce qui s'est passé, c'est que nous, les grands Européens civilisés, réalisons soudainement que les peuples d'Asie peuvent fabriquer de meilleures voitures, de meilleures puces, de meilleures choses en général, que nous, ou du moins, aussi bonnes que les nôtres. Et cela, d'une certaine manière, comme je l'ai dit, viole notre propre idée de ce que devrait être l'ordre naturel des choses. Alors, vous savez, quand nous arrivons en Chine et que nous essayons de faire la leçon aux Chinois, comme nous le faisons toujours, comme nous aimons tant le faire, les Chinois rien. Parce que franchement, pourquoi ne le feraient-ils pas, compte tenu des réalités, des véritables changements qui se produisent dans le monde? Et c'est quelque chose que nous trouvons impossible à accepter. Cela nous rend fous.
Oui, et nous en avons souvent parlé, ne rien faire, ne rien dire, c'est souvent une bonne option, non? Pourquoi as-tu l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose? Comme, C'est tellement chinois. C'est tellement chinois. N'y a-t-il pas même un dicton taoïste à ce sujet? Quelque chose à propos de la non-action. Mais c'est profondément vrai. Je peux vous le dire, en tant qu'ancien avocat, ce que vous ne dites pas ne vous attire jamais d'ennui. Ce que vous dites et faites, en revanche, oui. oui. Et puis, dans les livres d'histoire chinois, lorsqu'ils commentent un certain Huangdi, s'ils disent que ce Huangdi n'a pas fait grand-chose, ce n'est pas considéré comme négatif. Cela signifie qu'il a maintenu le pays en fonctionnement sans incident. C'est ce que cela veut dire. Paisible, stable. Mais on dirait qu'ils doivent toujours intervenir partout, convaincus que dès qu'il y a un problème, même le plus petit, ils doivent faire quelque chose, dire quelque chose et empirer la situation. Absolutely. It always does, absolutely, yes.